Bien. Alors, dans le dossier de presse, parce que normalement ça doit être diffusé, il y a des choses qu'il fallait discuter, et donc on va les reprendre. Je vais les lire d'abord. Voilà. Réflexion pendant le congrès. Ci-dessous, certaines parmi les réflexions et les idées qui vont être débattues au cours de ce congrès de la SMN pour aboutir à la fin de cette manifestation scientifique à des recommandations. D'abord, premier point, intégrer la prévention des maladies non transmissibles au programme de développement et aux politiques dans tous les services gouvernementaux. Voilà un point. On va le reprendre. Je vais lire tout et vous pouvez noter si vous voulez. Mettre en place et renforcer les politiques et les plans nationaux de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles. Bien sûr, tout ça, comme vous le voyez dans le programme, c'est dans un contexte où nous vivons une double charge de malnutrition. Nous tous, nous sommes en surcharge ou obèses, mais nous sommes toujours souffrant d'une carence, soit vitamine D, et qui est donc, je connais beaucoup de gens ici, même dans la salle qui travaillent sur la vitamine D, ils peuvent témoigner de la drastique carence en vitamine D. Il y a la carence en vitamine A et carence en fer, les anémiques et tout le monde. Donc, c'est dans ce contexte qu'on est en train de voir ces réflexions. Troisième point, promouvoir les interventions visant à réduire les principaux facteurs de risque des maladies non transmissibles. Je rappelle que les facteurs de risque, il y en a les comportementaux, tabagisme, alcoolisme accentué, mauvaises habitudes alimentaires et inactivité physique. Les rapports de risque biologiques, vous le savez, c'est l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, l'hyperglycémie, etc. Donc, encourager la recherche pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles. Là, c'est le volet recherche qui ressort. Favoriser les partenariats par la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles. Vous avez vu hier qu'il y avait un des acteurs principaux qui est la centrale laitière Danone. Ça, c'est un partenariat qu'il ne faudrait pas négliger. Et bien sûr, les partenariats entre secteurs public-privé, etc. Mais tout le monde est le bienvenu. Il faudrait qu'on abandonne ces idées. Nous sommes des universitaires, nous sommes des praticiens. Il faudrait tout le monde, d'une manière ou d'une autre, interagir avec quelqu'un d'autre. Donc, les partenaires sont les bienvenus pour la bonne cause et pour, bien sûr, notre vision en tant qu'experts et que scientifiques pour la bonne santé de notre société. Favoriser donc ces partenariats, c'est un point discuté. Suivre l'évolution des maladies non transmissibles et évaluer les progrès réalisés au niveau du pays. Et là, je rappelle que, par exemple, pour les maladies de carence, on connaît ce qu'il en est, même sur le coût, c'est entre 5 et 6% du PIB que perd donc le gouvernement, alors que pour les maladies non transmissibles et qui sont là avec nous, chez nous toujours, on ne connaît pas. Aucune étude d'économie de santé n'a été réservée et dédiée à ce volet. Promouvoir la prise en charge communautaire des maladies non transmissibles, un autre point bien sûr. Former une masse critique des spécialistes pour la prise en charge nutritionnelle des maladies non transmissibles. Promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles. Et puis encourager l'interactivité entre chercheurs, cliniciens, diététiciens et tout autre spécialiste se rapportant au domaine de prise en charge nutritionnelle des maladies non transmissibles. Donc, les points sont là. On peut, si vous voulez, les reprendre et discuter. Quelques idées qu'on va noter. Ou là, si vous avez enregistré, on peut entamer la discussion. Je ne sais pas, est-ce que parmi vous, mes chers amis professeurs, vous avez des orientations dans ce sens? C'est ça, Tara? Non, mais ce que je veux dire... Le micro ne fonctionne pas. Mais quel technicien? Moi, là, allez, me donne. Mais je vais le rappeler. Allez-y, c'est ça, Tara, allez-y. Ou bien si vous voulez vous déplacer, non, c'est pas... Allez. Chauffe le baladeur. Baladeur, il faut que j'éteigne là. Non, mais ce que je voudrais dire, il faudrait soulever le fait que ces 2 journées ont été vraiment très riches en informations sur le thème qui a été proposé, à savoir la prise en charge des maladies, la prise en charge nutritionnelle des maladies non transmissibles au Maroc.
La journée d'hier, on a eu une, comment dire, overview de la situation. Et cette matinée, à travers les ateliers, les discussions ont été très approfondies. Moi, ce que je suggère, c'est que soit qu'on passe en revue atelier par atelier et recueillir un tout petit peu les recommandations de chacune et de chacun, ou alors on laisse les débats ouverts et raisonner dans un contexte global sur la problématique. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous suggérez, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on procède. Les gens qui animent donc cette table ronde sont là pour uniquement enregistrer, j'allais dire, vos états d'âme. Bon, je suis d'accord avec le professeur Satara. Bon, pour la transition nutritionnelle, elle est en place, on l'a vu. On ne peut pas dire le contraire. Tous les problèmes, il y a des problèmes de carence. Avant, c'était des problèmes différents. Aujourd'hui, ce sont des problèmes de carence, mais qui sont sur le point de vue qualité. Parce qu'avant, c'était la suffisance. Est-ce que c'est un apport en énergie qui est suffisant ou pas? Aujourd'hui, on consomme beaucoup de choses parce qu'il y a l'abondance quand même, mais c'est la qualité qui est un problème. Et donc, c'est en quelque sorte beaucoup d'énergie avec très peu de valeur nutritive. C'est ça la question aujourd'hui. Et bien sûr, beaucoup d'énergie, c'est stocké sous forme de graisse. Et c'est ça qui nous donne le problème de la surcharge pondérale. Et avec les conséquences qu'on connaît, on a vu, il y a le diabète, il y a les maladies lipidiques, il y a l'hypertension, on a tout vu pendant hier et ce matin. Et justement, c'est ça la question. Parce que les décideurs, avant, ils ne pensaient qu'à la suffisance. Pour eux, dire que quelqu'un il a un problème de surcharge, c'est un luxe. Parce que bon, il y a certains indicateurs. C'est vrai, comme on a dit hier dans l'une des sessions, qu'on apprécie encore un surpoids ou bien un poids qui est élevé. Mais c'est des décideurs qui doivent dire leurs mots justement pour diriger un petit peu, parce qu'il faut agir à différents niveaux. Il faut agir au niveau de l'éducation, il faut agir au niveau des stratégies à mettre en place. On ne peut pas continuer toujours de dire que bon, on a toujours les problèmes seulement de déficience, et c'est des déficiences en général de point de vue énergétique. On ne pense pas beaucoup à la qualité nutritionnelle, qui sont donc les vitamines, les minéraux, et c'est ce qui donne donc ces situations. Et c'est là où les décideurs, c'est eux, on peut toujours, en tant que scientifique, notre rôle, il est là. Il est très très important. Le clinicien, bien sûr, il agit des fois quand c'est trop tard. Et la science est très très importante, parce que la situation, d'abord, il faudrait d'abord dire quelle est la situation. Au Maroc, déjà, on a un problème d'enquête qui nous donne une idée claire sur quelle est la situation nutritionnelle. Là, parce que quand on met en place une stratégie, on la met en place sans qu'on ait une idée claire de vraiment est-ce qu'on a besoin de cette stratégie. Je vais parler un petit peu de la fortification, par exemple. On fortifie avec les micronutriments, le fer. Tout le monde connaît les spots publicitaires, Sihha wa Salama, utiliser le daqiq, le muda'am. Mais est-ce qu'on a tous besoin de cette fortification? Parce que, en principe, là où il y a la pauvreté et là où il y a le manque, c'est dans les zones qui sont un petit peu égarées, et c'est généralement dans le rural. Et lorsqu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui est fortifié, c'est la farine, par exemple. Et la farine, c'est dans des moulins qui sont structurés. Ce n'est pas les moulins traditionnels. Et dans le rural, ce sont les moulins traditionnels.
Et donc finalement, c'est une stratégie qui ne vise pas la population, elle ne cible pas la population qui est en manque. Et finalement, on se retrouve tous en train de prendre la même chose, ceux qui ont besoin et ceux qui n'en ont pas besoin. Et peut-être que ceux qui en ont besoin ne consomment pas justement ce produit. Bon, il y a pas mal de critiques aussi là-dessus. Il y a encore, on est en train de penser à changer le fortifiant, mais sans évaluer toujours cette situation. C'est ça notre problème, c'est évaluer d'abord la situation. C'est là où se pose le manque de données de base sur lesquelles on peut justement décider des stratégies. Ça, c'est un constat. Ça d'une part. D'autre part, nos habitudes, elles ont changé, nos habitudes alimentaires. Malheureusement, on est dans une région où l'alimentation, notre alimentation, elle est utilisée ailleurs. Moi, quand je regarde les États-Unis, je crois qu'ils consomment plus de légumes et de fruits que nous. Chez nous, on valorise encore, c'est vrai que bon, je critique les décideurs, mais en fait, la population, elle ne fait rien pour changer. On valorise encore les viandes, par exemple, alors que ces viandes, les viandes rouges, je parle des viandes rouges, alors que les viandes rouges, quand la situation s'améliore, généralement, les gens ils vont acheter parce qu'il y a toujours cette croyance que lorsqu'on consomme la viande, c'est pour la bonne santé. Et donc, l'éducation, je le répète, c'est une nécessité et on laisse ce qui est valorisé ailleurs, qui coûte cher ailleurs et qui ne coûte pas très cher chez nous. Les légumes, les fruits, donc c'est vraiment, on ne peut pas dire que ce n'est pas accessible, c'est accessible du point de vue donc coût. Mais ce sont les habitudes qu'il faudrait, donc on sait qu'avec l'abondance et avec la globalisation, il y a beaucoup de choses qui sont sur le marché. Et bon, le choix, c'est vrai, on a le droit de choisir ce qu'on veut dans son alimentation, mais il faut que ce choix soit bien vraiment dans le bon sens. Bon, je vais peut-être m'arrêter à ce niveau-là et je laisserai la place à d'autres commentaires. Merci, M. Chairman. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec les réflexions autour de la malbouffe qu'on est en train de consommer au Maroc. Je vais revenir quand même avant de parler de cette bouffe sur un des aspects que notre collègue qui était hier, M. Rachid Saïd, il avait insisté normalement d'ajouter un ingrédient de recherche dans ce débat. Parce qu'en principe, on devrait parler de la recherche dans un axe, mais on n'avait pas parlé. Il avait émis l'espoir d'en parler, mais malheureusement, il nous a quittés momentanément pour des occupations, donc il n'est pas là quand même. Il faut parler un peu de la recherche. Quels sont les freins de la recherche au niveau du Maroc concernant la nutrition et quels sont les liens entre la formation et la recherche? Donc déjà, au niveau de la formation, il y a un déficit. Okay? Nous n'avons pas encore atteint une masse critique très importante en termes de lauréats, en termes de, entre guillemets, ce que je pourrais appeler un profil nutritionniste. Au Maroc, c'est très rare, okay? C'est peu. Ça se compte, on compte sur l'avenir, on compte sur la nouvelle génération. Pourquoi? Parce que malheureusement, un des berceaux de la formation de la nutrition a été fermé. C'est ça. Je suis en train de dire malheureusement qu'un des berceaux de la formation de la nutrition a été clos, a été fermé. Je fais allusion bien sûr à l'Institut agronomique qui formait quand même des nutritionnistes à un certain moment, et cette formation s'est arrêtée à ce moment. Mais les universités, ils ont pris quand même la relève avec des hauts et des bas, avec des difficultés, parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore de formation LMD nutrition, c'est-à-dire avoir une licence en nutrition, comme en Europe, comme en Tunisie, comme, je sais pas, je dirais comme au Bénin. Écoutez, moi je parle du Bénin. Au Bénin, ils ont ça. Ils ont formation LMD en nutrition, c'est-à-dire après le baccalauréat, et il fait 3 années de nutrition, et puis il intègre le master et le doctorat en nutrition. Au Maroc, on ne peut pas faire ça parce que nous sommes contraints avec des textes réglementaires qui régulent un peu le supérieur, et dans le supérieur, dans une faculté de sciences, on ne peut pas faire après le bac la nutrition, on doit passer par la biologie, S1, S2, S3, S4,
Et on a une petite ouverture pour professionnaliser la nutrition à la 3e année. Et une année de formation en nutrition, c'est un semestre, parce que le 2e semestre, c'est un stage. Donc, vous voyez, donc, il y a déjà au niveau réglementaire, nous n'avons pas assez d'espace pour souffler la nutrition. Heureusement qu'au niveau du ministère de la Santé, j'arrive pas à prononcer, ISPIT, là, les nouvelles FCS, les ex-FCS, peut-être qu'ils ont un peu de souplesse pour réfléchir à instaurer, pour mention, des formations après le baccalauréat au niveau de l'éthique et alimentation. Il faut penser à d'autres secteurs, au niveau de l'industrie alimentaire. Est-ce que le ministère de l'Industrie alimentaire peut ouvrir des écoles ou bien des instituts privés ou publics pour voir un peu, pour produire une masse de nutritionnistes qui manque. Donc, puisque la masse manque, la recherche, comme a dit notre collègue Rachid Saïd, elle est timide. Effectivement, elle est timide. Je suis membre du jury de la valorisation, du jugement d'évaluation des posters et des communications orales. J'avais un problème avec mon collègue parce qu'il manque du relief. Parce que lorsqu'on veut juger, il faut avoir une polarisation. Ok? Il faut avoir des bons, des mauvais, des moyens. Et c'est plat, donc c'est difficile. À un certain moment, je dirais que si on choisit positivement, c'est sûrement qu'on a fait pas un très bon choix. D'accord? Donc, notre recherche, il est encore timide, il est au niveau beaucoup de descriptions, il est au niveau de beaucoup de statistiques, il est au niveau de... On veut tout faire à la fois, on n'est pas encore raffiné, okay? On n'est pas encore pointu dans la recherche. C'est fait parce que, heureusement qu'il y a quand même des équipes qui ont des matériels pour faire un peu de recherche sophistiquée, mais la plupart des équipes n'ont pas les moyens. Donc, il y a la masse qui est insuffisante, il y a les équipements de la recherche qui manquent. Je reviens maintenant, comment faire pour sortir de cet embarras? Il faut, comme a dit notre collègue, il faut joindre le secteur privé à la sauce parce que, avec le secteur privé, on peut quand même avoir un peu de moyens et aussi mutualiser ce que nous avons au niveau des universités à l'échelle nationale, au niveau des laboratoires. J'ai l'impression qu'on est en train de faire à peu près la même chose. Si vous faites un peu les posters à Kenitra ou bien à Marrakech, c'est le même travail qui se refait après. Et les deux personnes ne se reconnaissent pas. C'est au niveau de Congrès qu'ils se reconnaissent. Alors qu'ils se reconnaissaient avant, ils peuvent mutualiser et pousser hein, avec d'autres hypothèses et coopérer. Et ça va produire plus que de rester sur le plat. Vraiment, c'était plat. Okay? Donc, je reviens un peu le fardeau nutritionnel. Le fardeau, on le vit maintenant à l'échelle individuelle. Vous avez des femmes et des hommes obèses qui sont anémiques, qui sont fériprives. Donc, vous avez en même temps un problème de surcharge, de pléthore et un problème de diffusion. Nous avons au niveau du même ménage un enfant chétif, émacié de mère obèse. Ça commence à on le voir au Maroc. Et vous avez des communautés où la prévalence du fardeau nutritionnel est très importante. Donc, comment faire? C'est effectivement qu'est-ce qu'il faut viser? Est-ce que vous visez sur les carences, comme a dit notre ami, collègue? Au niveau des carences, les stratégies sont claires. Mais il faut bien les étudier avant de les implémenter. Les stratégies, il y a 4-5 stratégies pour faire les carences en nutriments, mais il faut faire. Il faut toucher tout le monde. Vous êtes des milieux hétérogènes, il y a les régions lointaines, il y a actuellement, j'ai lu dans un journal, des fois je l'ai lu, c'est un journaliste qui l'a écrit une fois, il commence à la réécrire une autre fois, il dit la farine de blé tendre marocaine contient il est intoxiqué. Moi je me demande, est-ce que c'est un problème c'est une farine qui est périmée, parce qu'on avait eu des affaires dans la région de Meknès, ou bien il fait allusion à autre chose. Il y a quelque chose qui commence à se passer, et il faut faire attention, parce qu'on y a effectivement du fer, mais ce fer n'est pas très bien disponible, si ça est là. Et ben, c'est l'autocritique qu'on fait pour nous, c'est normal. On avait fait un choix, mais on doit le corriger, ça va nous coûter cher. Voilà. Donc, est-ce qu'on va aller dans ce sens-là, ou bien attaquer les maladies non transmissibles, ou bien agir au même temps? Agir en même temps, c'est ce que vient de dire notre collègue. Revenir à notre alimentation saine, qui est l'alimentation méditerranéenne, qui contient beaucoup de produits locaux, beaucoup d'huiles monoinsaturées, comme l'huile d'olive et l'huile d'argan,
bien sûr, consommer... quand vous avez un ménage qui consomme une pomme de terre, 2 pommes de terre et une tomate. Un ménage de 7 personnes. Juste attaque. C'est pas... On ne peut jamais atteindre avec les 500 grammes maintenant de légumes que l'OAFAE nommé ce conseil parce qu'on doit revenir à consommer sérieusement les légumes et les fruits. Donc voilà, donc j'ai dévié peut-être dans tous les sens, mais ça va, j'aurai la parole à mon professeur, si ça t'arrive. À mon avis, il y a 2 niveaux de réflexion. Ça a été souligné par nous tous. Le premier niveau, c'est un niveau, je dirais, institutionnel et de formation. Jusqu'à présent, la nutrition et l'alimentation ont été toujours les parents pauvres de la formation. C'est Abou Salah a souligné le profil de nutritionniste. Nous n'avons pas un profil de nutritionniste. Ce qui arrive,